Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, le recours à l'article 49 alinéa 3 constitue toujours un échec politique. Cet instrument juridique à la disposition du gouvernement traduit, depuis la Constitution de la Ve République, la prééminence du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. Le déséquilibre de nos institutions nuit au fonctionnement d'une démocratie vivante et équilibrée, position toujours défendue par le groupe YOT. L'utilisation du 49.3 affaiblit le gouvernement qui y recourt, puisqu'il traduit une certaine incapacité à trouver les bons équilibres. Pire, il déplace le combat politique de l'hémicycle de l'Assemblée nationale vers la société civile, voire vers la rue. En effet, il faut rappeler qu'au premier tour des dernières élections législatives, les candidats de la majorité sortante n'ont obtenu que 25% des voix des 48% des électeurs qui se sont déplacés pour voter, soit 12% des électeurs inscrits. Cette situation dangereuse s'est aggravée par la perspective de la multiplication du recours au 49.3. Après la première partie du projet de loi de finances, c'est la troisième partie du PLFSS qui sera votée grâce au 49.3. La seconde partie du PLF et la quatrième partie du PLFSS feront également l'objet d'un 49.3, puis en seconde lecture à l'Assemblée nationale, puis lors de la dernière lecture. Au total, une dizaine de 49.3. Il ne restera que la loi de programmation des finances publiques pour laquelle vous ne recourrez pas au 49.3 de peur de ne pouvoir y recourir lors du vote du projet de loi de réforme des retraites début 2023. Là encore, notre groupe a toujours défendu une réforme structurelle juste et partagée avec les organisations syndicales réformistes des retraites. Une telle réforme est complexe du fait de l'existence de 42 régimes et du nombre de questions délicates, carrière longue, pénibilité, avenir des régimes spéciaux, petite retraite. Mais revenons aux deux motions en discussion aujourd'hui. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là? Vous avez pointé l'attitude des oppositions, Madame le Premier ministre, les débats ralentis. Je regrette pour ma part que nous n'ayons pu aller au bout de l'examen des amendements en séance publique comme nous l'avions réussi en commission des finances. Nous aurions pu siéger les week-ends, nous y étions prêts. Nous l'avons d'ailleurs déjà fait dans le passé. Madame la Première ministre, dans votre discours de politique générale, vous présentiez la nouvelle méthode de gouvernance, rendue nécessaire par la nouvelle configuration politique qui a donné une majorité absolue aux oppositions. Vous indiquiez, je cite, « Nous mènerons pour chaque sujet une concertation dense, nous aborderons chaque texte dans un esprit de dialogue, de compromis et d'ouverture. » J'ai participé au nom de mon groupe au fameux dialogue de Bercy. Le dialogue n'était absolument pas décisionnel puisque les deux représentants du gouvernement ne se sont engagés à rien. De plus, ce dialogue était beaucoup trop tardif puisque le PLF était déjà au Conseil d'État. J'en veux pour preuve qu'aucune des propositions qui ont été faites lors des dialogues de Bercy ne figurait dans le texte initial. Et notre groupe maintient les trois principales critiques à ce projet de loi de finances 2023. La première critique, c'est l'absence d'économie. Il n'y en a pas. Alors que la situation dramatique de nos finances publiques en impose, vous ne réduisez pas le déficit, vous ne réduisez pas la dette publique, enfin vos projections reposent sur des prévisions macroéconomiques très optimistes et d'ores et déjà dépassées. Nous en reparlerons demain lors du vote de la loi de programmation, mais je vous le dis tout net, Madame le Premier ministre, votre trajectoire de finances publiques à 5 ans est déjà obsolète. La seconde critique concerne le manque de ciblage de vos aides exceptionnelles. Oui, l'inflation que nous connaissons appelle des réponses fortes. Le choc que subissent nos économistes s'annonce durable. Il sera supporté par les ménages, les entreprises, les collectivités territoriales et par l'État. Mais il doit être justement réparti. Je veux revenir sur le bouclier énergétique. Son coût est considérable, 45 milliards estimés en 2023. Ce sera peut-être plus, ce sera peut-être moins, dont 16 portés par le projet de budget pour 2023, principalement en direction des ménages. De tous les ménages sans distinction. Et c'est bien là le problème. Chacun dans cet hémicycle, vous, Madame la Première ministre, les ministres, tous les députés ici présents en bénéficiera. Est-ce normal? Voilà une piste d'économie et de justice.
faire bénéficier du bouclier tarifaire les seuls ménages les plus modestes. Un mot en faveur des entreprises. Celles qui sont de grosses consommatrices d'énergie sont celles dans des situations dramatiques. Les dispositifs d'aide sont complexes, vous avez dû le revoir à plusieurs reprises, mais sont insuffisantes. Lors du dialogue de Bercy, Monsieur le ministre, Monsieur le maire, vous l'avez vous-même reconnu, il n'y avait que le décret de juillet à l'époque, qui est totalement inapplicable, vous l'avez reconnu. Et vous avez dit, mais j'en prépare un second, et on va en avoir probablement encore un troisième, j'espère, dans le projet de loi de finances rectificative 2022, le dernier de l'année, qu'on devrait avoir dans une quinzaine de jours. Et c'est à cette occasion que nous verrons si les mesures sont adaptées. Enfin, la troisième critique que nous formulons concerne les baisses d'impôts non financées. Est-il, Madame la Première ministre, si urgent et opportun de supprimer la CVAE? À terme, le coût sera de 8 milliards d'euros par an et cette suppression profite avant tout aux grandes entreprises, puisque les petites entreprises en sont déjà exonérées. Et seuls 24% de ces 8 milliards ira à l'industrie. N'auriez pas voulu la différer, cette mesure, ou la concentrer sur l'industrie, ce qui aurait réduit par 4 son coût, compte tenu de l'état de nos finances? De même, n'auriez-vous pas pu reporter la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% de ménages les plus aisés, pour 2,8 milliards, sans parler de la suppression de la redevance audiovisuelle, 3 milliards de moins pour les caisses de l'État adoptées en août dernier. J'y ajoute une alerte sur l'état des finances des collectivités territoriales. Je refute la petite musique que nous avons entendue tant en commission des finances que pendant le débat en séance, selon lesquelles, ces dernières semaines, les collectivités territoriales auraient une très bonne santé financière. Les collectivités du bloc communal doivent encaisser l'inflation pour chauffer les piscines, les écoles, et les départements et les régions, les collèges et les lycées. Les départements font face à une hausse de leurs dépenses sociales. Nous approuvons la reprise par le gouvernement d'un amendement de nos collègues du groupe Horizon concernant un filet de sécurité à hauteur d'1,5 milliard pour les collectivités territoriales. Mais il a fallu une pression de l'Assemblée nationale pour qu'une mesure soit dans le projet de loi de finances, ce qui ne figurait pas dans le projet de loi de finances initial. Le texte final de cette première partie, que contient-il de nouveau? En commission, en séance, notre Assemblée avait procédé à des modifications substantielles. J'entends certains membres du gouvernement nous dire qu'elles n'avaient pas de cohérence. Je n'aurais pas la cruauté de poser la même question sur la cohérence de certaines mesures gouvernementales. Et je leur rappelle qu'il ne leur revient pas de voter la loi. C'est à l'Assemblée nationale et au Parlement de la voter. Au final, peu de ces modifications sont conservées. La contribution exceptionnelle sur les superdividendes de notre ami Jean-Paul Mattei, qui avait au moins le mérite de lancer un débat écarté alors qu'elle venait de la majorité. Un autre amendement sur le crédit d'impôt pour les dépenses dans les EHPAD, qui venait aussi de la majorité, qui est un excellent amendement, écarté. Et notre groupe a obtenu quelques menus avancés, Madame la Première ministre. Nous avons d'ailleurs échangé, notre président et notre coprésident, échangé avec vous à plusieurs reprises ces derniers jours. On en compte 9, portés par nous seuls ou avec d'autres groupes de la majorité ou de l'opposition. Je pense à la demi-part fiscale pour les veuves d'anciens combattants, le relèvement de la valeur faciale des titres restaurants. J'y ajouterai des amendements à destination des territoires ultramarins ou encore la prorogation et l'amélioration du crédit d'impôt d'investissement en Corse. Nous portions également plusieurs amendements pour lutter contre la spéculation immobilière, notamment dans les zones comptant un grand nombre de résidences secondaires, en Corse en l'espèce. Et nous espérons que lors de la navette parlementaire permettra de maintenir ce dispositif en l'améliorant et en l'élargissant à d'autres territoires. C'est au regard, Madame la Première ministre, de tous ces éléments que notre groupe a déterminé son vote sur ces motions de censure. Il n'y a pas de suspense. La NUPES votera sa motion. Le RN votera la sienne, mais aussi celle de la NUPES. Et les deux seront rejetés. Au sein de notre groupe, nous avons débattu et nous avons fait le choix de ne soutenir ni l'une ni l'autre en responsabilité. Pourquoi?
pour ne pas ajouter du chaos à l'instabilité, mais aussi et surtout, écoutez-moi bien, parce que nous estimons que le 49.3 n'achève pas le débat parlementaire, car il ne s'applique qu'à la première partie et pour une première lecture. Nous verrons donc, mes chers collègues, en seconde lecture, la position finale de notre groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.